à toutes et à tous, et merci de nous retrouver pour cette quatrième édition des ateliers d'une fois une voix que nous inaugurons aujourd'hui avec Jeanne Mayer. Salut Jeanne. Salut, bonjour tout le monde. Le thème de l'atelier aujourd'hui est comment raconter une histoire en documentaire. Donc Jeanne, je vais te présenter en quelques mots. Tu es autrice, notamment de documentaires radio pour Affaires sensibles sur France Inter et pour Les Pieds sur Terre sur France Culture. Mais tu as aussi réalisé des fictions radiophoniques et cinématographiques et tu tournes en ce moment un projet pour la télévision. Aujourd'hui, c'est plutôt sur l'aspect documentaire hein, de ton travail que l'on se focalisera. Donc, je vais te poser une question, en fait, enfin, deux questions en une. D'abord, savoir comment tu en es arrivé à faire du documentaire sonore. Et puis aussi, d'ailleurs, selon toi, qu'est-ce que c'est exactement? Comment est-ce qu'on pourrait définir le documentaire sonore? Un peu par hasard, mais pas vraiment par hasard non plus. Enfin, à la base, je voulais plutôt faire du documentaire télé ou de cinéma, enfin en tout cas avec des images. Et du coup, j'ai fait un master qui préparait à ça. Et, euh, et après, j'ai travaillé dans une boîte de prod de docu-télé. Et à un moment, on m'a proposé de travailler à Radio France, enfin, à Affaires sensibles. Du coup, j'ai accepté parce que c'est une super émission et que c'était une chance. Et du coup, là, j'ai découvert, en fait, pour dire la vérité, la radio, c'était pas un média que je connaissais particulièrement. Chez moi, on n'écoutait pas particulièrement la radio. Et du coup, j'ai un peu découvert de l'intérieur. Et après, j'ai commencé à développer des projets de façon indépendante, de fiction et de documentaire. Et donc, j'ai appris un peu en faisant. Et là, je suis toujours maintenant à Radio France, et j'ai aussi mes projets perso. Et ce qui m'a plu, enfin, et ça m'a plu particulièrement parce que j'ai découvert que le fait qu'il n'y ait pas d'image, ça a apporté d'autres possibilités, notamment dans la libération de la parole des personnes avec qui on parle, on les voit pas, donc elles se sentent peut-être plus autorisées à se livrer et ça permet des très belles choses. Et puis après, en termes de création aussi sonore, c'est quelque chose qui laisse beaucoup de liberté, qui est assez léger dans la façon de produire. Donc on peut produire des choses soi-même, enfin, comme ce que vous allez faire du coup pour ce concours. Et du coup, ta deuxième question, c'est quoi un documentaire sonore? Moi, j'ai pas de définition officielle, mais j'ai réfléchi un peu à comment moi je le définirais. Donc pour moi, un documentaire sonore, c'est un format audio qui est donc en lien avec le réel. Ça veut dire on part du réel pour raconter une histoire, mais pas seulement pour informer sur le réel. C'est-à-dire, par exemple, un reportage journalistique, on vise à être le plus neutre possible pour donner des informations sur le réel. Dans un documentaire sonore, il peut y avoir aussi le fait de donner des informations, mais il y a aussi un point de vue qui est très fort, qui est le point de vue de la personne, du documentariste ou de la documentariste, donc votre point de vue. Et il y a aussi une narration singulière, c'est-à-dire que dans le documentaire sonore, il y a une recherche aussi qui est formelle. On n'est pas juste dans qu'est-ce qu'on raconte, mais aussi comment on le raconte et faire en sorte que ça soit peut-être pas forcément très original, mais en tout cas que ça fasse sens pour vous et pour pour l'histoire que vous racontez, quoi. Voilà. Et après, comme moi je fais de la fiction aussi, m'interroge aussi sur la différence et les ressemblances entre documentaire et fiction, parce que souvent on se dit que un documentaire c'est l'inverse de la fiction. Alors, d'une certaine façon, c'est vrai, mais il y a aussi dans le documentaire, il y a de la mise en scène. Enfin, un documentaire, c'est pas juste, par exemple, si vous voulez enregistrer une discussion pendant un repas de famille, c'est pas juste on met le micro au milieu de la table pendant n'importe quel repas, puis voilà. On peut par exemple vraiment mettre en scène, ça veut dire choisir les gens qui seront là, organiser le repas, préparer les questions qu'on va poser. Et puis parfois, il y a même des documentaires, alors c'est peut-être plus du docu-fiction, mais des documentaires sonores où il y a vraiment de la fiction. Par exemple, sur Arte Radio, il y a des formats, je pense à un documentaire en particulier, où il y a une jeune femme qui parle de son enfance, donc c'est du documentaire, elle raconte une histoire sur son enfance, et en fond sonore, on entend comme des dialogues entre ses parents ou entre des gens de sa famille, et ça, qui sont des dialogues de fiction, qui sont écrits, qui ont été joués par des acteurs. Et pourtant, ça reste du documentaire, mais avec un peu, voilà. Donc, juste pour dire qu'il y a plein de façons d'envisager le documentaire et que c'est à vous un peu de voir quelle est la vôtre. Tu dis qu'en effet, il y a différentes manières de raconter et qu'il y a plusieurs matériaux en fait qui sont à notre disposition pour le faire. Pour un petit peu isoler ces différents matériaux et pour les mettre en avant, tu as choisi
deux extraits, donc un des Pieds sur Terre, euh, et puis donc qui s'intitule Sans-abri, et un autre que tu avais écrit pour Affaires sensibles sur les Black Panthers. Donc on va commencer, je vais partager mon écran et puis on va écouter deux extraits d'abord des Pieds sur Terre, Sans-abri, puis ensuite d'Affaires sensibles. Et le but pour vous, ce sera d'essayer justement de repérer les différents matériaux qui sont utilisés là pour raconter une histoire. Je m'appelle Léa, j'ai 23 ans, je vis à Lorient. Je suis à la rue depuis plus d'1 an. Moi, j'ai créé mon premier compte TikTok, donc le premier c'était en 2019, donc à l'époque où j'étais pas du tout à la rue. Mais après, j'en ai recréé un autre. Et c'est aussi un moyen d'exprimer, de montrer notre quotidien de personnes sans abri. On peut publier des vidéos donc, et faire des directs, donc montrer notre quotidien, comment on fait pour se nourrir, les repas qu'on prend quand par exemple le soir ou nos routines le matin. On montre que même en étant à la rue, on arrive à avoir un quotidien comme une personne lambda qui aura un appartement. Hey, salut à tous. Donc ce soir c'était une soupe légumes du soleil avec un surlinéa à la vanille, on change pas les habitudes, et un thé à la aux fruits rouges. Donc demain ça va être encore une journée super chargée. Sur ce, allez, je vous fais de gros bisous. Bonne nuit. Donc ce que je poste sur TikTok, c'est les vidéos de notre quotidien. Les vidéos un petit peu comédie, sketch. Les vidéos de danse aussi, parce que j'ai fait beaucoup de danse étant petite. Et les vidéos où je joue du piano, donc notamment quand je suis en public. Donc la journée, sachant qu'on n'avait pas beaucoup d'argent suite aux nuits d'hôtel, j'ai occupé ma journée avec en faisant la manche entre le dessin, le piano, la guitare. Et justement le fait d'avoir des instruments de musique, ça attire l'attention. Donc là, c'était un extrait d'une émission qui est diffusée sur France Culture qui s'appelle Les Pieds sur Terre. Donc c'est une émission qui passe tous les jours et qui propose des documentaires sur plein de sujets de société et qui a toujours un peu qui a un format qui revient assez souvent, qui est celui de deux témoignages. Donc souvent c'est une personne puis l'autre. Donc là, vous en avez entendu un, c'était donc une émission sur les personnes sans abri qui utilisent les réseaux sociaux. Donc ça, le témoignage, c'est-à-dire une personne qui témoigne, qui raconte son histoire à la première personne, au documentariste qui les interroge, c'est un des matériaux de base qu'on peut avoir dans le documentaire et dont vous avez eu un extrait avec donc Léa, cette jeune femme que j'ai interviewée. Ensuite, il y a un autre matériau qu'on entend dans cet extrait, c'est l'archive. Ça veut dire, enfin, c'est comme dans les documentaires télé, souvent il y a des archives qui viennent de l'INA, des archives historiques en fait, qui viennent de la télé de l'ancien temps ou de la radio de l'ancien temps. Bah, à la radio, on peut aussi utiliser des archives. Donc, soit des archives de contenu déjà existants, comme je viens de dire, qui viennent de chaînes de télé ou de radio via un institut qui s'appelle l'INA. Ou alors, on peut aussi avoir des contenus plus perso. Ça peut être, par exemple, des vidéos YouTube, je sais pas, des vocaux que vous enverriez sur WhatsApp, des posts sur les réseaux, des films de famille. Donc là, par exemple, dans cette émission, j'utilisais des vidéos TikTok de Léa, quoi. Voilà. Allez, je lance le second extrait. Pas plus que Baltimore et Washington, Chicago n'a été épargné par les violences raciales qui ont fait 9 morts, tous des Noirs. Les incendies ont causé dans la ville des dégâts considérables. Gardes nationaux et policiers ont été placés sous contrôle fédéral. Au total, quelques 20 000 hommes, dont 5 000 soldats, ont pris position à Chicago. La capitale fédérale offre le spectacle d'une ville en guerre, ce qui n'a rien de surprenant avec l'entrée en vigueur du couvre-feu et l'arrivée de renforts. We've got some difficult days ahead. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. Après l'assassinat de Martin Luther King en 68, les ghettos américains s'embrasent et les émeutes sont violemment réprimées un peu partout dans le pays. Le Black Panther Party, un parti d'autodéfense fondé en 66, envoie alors des patrouilles armées pour protéger la population noire des violences racistes exercées par la police.
Car malgré les combats menés par le célèbre pasteur, celui qui avait fait un rêve, malgré la fin officielle de la ségrégation aux États-Unis, les Noirs et les Blancs ne sont toujours pas égaux dans le pays. En gros, là, il y a deux matériaux possibles qu'on entend. Je ne sais pas si vous les avez entendus et identifiés, si vous voulez répondre sur le chat. Il y a voilà, un participant qui a dû se rendre compte qu'il y avait en effet des archives dans cet extrait. Comment ça se passe au niveau des droits de diffusion? Et oui, en effet, si tu peux dire quelques mots sur le fait d'intégrer des archives. Alors, les archives de l'INA, c'est payant, c'est très très cher. C'est-à-dire, je connais pas les prix, mais je sais que par exemple pour un documentaire télé, c'est 1 000 € la minute. On m'avait déjà dit. Enfin, c'est voilà. Nous, à la Radio France, on a un partenariat avec l'INA, donc on ne paye pas. Je sais pas comment ça se passe, par exemple, dans le cadre de ce concours, mais je pense qu'on n'a pas le droit d'utiliser des archives de l'INA sans payer. Après, ce qu'on peut faire quand on ne peut ou veut pas payer, c'est identifier, par exemple, si c'est dans un film, la personne qui a produit le film ou qui a réalisé le film pour lui demander, voilà, en lui expliquant dans le cadre de ce travail que je fais, est-ce que vous accepteriez que je diffuse? En fait, contacter directement les gens. Et c'est valable aussi pour, enfin, moi, comme je travaille beaucoup sur les sujets liés à Internet, j'utilise beaucoup d'extraits de vidéos YouTube, TikTok, voilà. Bah là, c'est pareil, on peut écrire directement aux créateurs de contenu pour savoir s'ils veulent bien qu'on utilise leur contenu. Et pour les archives libres de droit, moi, j'en ai pas entendu parler. Après, peut-être que ça existe, mais je connais pas. À part l'archive, qu'est-ce qu'on a entendu là dans cet extrait Donc, bah, on a d'affaires entendu une archive, effectivement. Et après, bah, ce qu'on entend et qui est un peu la marque du Fab, enfin, c'est comme ça qu'une affaire sensible est toujours construite, c'est du coup avec la voix du présentateur Fabrice Drouel, donc un peu comme une voix off dans les documentaires télé. Donc, on appelle ça des micros. Et cette voix, donc, soit elle raconte une histoire, elle apporte des informations dans un documentaire sonore. Ces micros, ça peut être la personne qui les dit, ça peut être la personne qui les écrit aussi. Donc, dans le cadre du concours, par exemple, si vous vouliez mettre en place des micros, c'est quand même peut-être plus simple de les interpréter soi-même, sachant que le ton, en fait, avec lequel on prononce les micros, il est quand même très important pour là, vu qu'on parle de narration, etc., sur la façon dont on raconte, ça aura un gros impact autant que le texte, en fait, sur comment les choses sont comprises. Et voilà, donc ça peut être un ton un peu journalistique, un ton, alors là, Fabrice Drouel, il a son ton bien à lui. Ça peut être aussi un ton beaucoup plus personnel. Ça se fait beaucoup aujourd'hui dans les documentaires audio, de parler en fait vraiment à la première personne en parlant de soi quand on raconte une histoire intime notamment. Ensuite, si je continue du coup de lister, donc qu'est-ce qui peut constituer un documentaire sonore? Donc il y a des témoignages, des archives, des micros. Il y a aussi, alors je savais pas trop comment désigner ça, mais des situations, c'est-à-dire des moments de vie en fait où on enregistre des personnes qui parlent pas au micro, qui vivent comme s'il y avait pas de micro, même si elles savent toujours qu'il y a un micro puisqu'on fait pas de micro caché. Mais voilà, on enregistre une séquence, quelque chose qui se passe plutôt que quelqu'un qui parle au micro. Ensuite, il peut y avoir aussi des décryptages. Par exemple, dans l'émission LSD sur France Culture, il y a souvent ça, des petits extraits où il va y avoir des spécialistes qui expliquent des choses sur le sujet. Donc, ça peut être des chercheurs, des journalistes, des personnes donc qui ne sont pas des témoins, elles parlent pas d'elles, mais elles apportent leur éclairage quoi, sur le sujet. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut y avoir des lectures de textes, hein, on le fait aussi à Affaires sensibles. Et il y a plein de podcasts qui le font, en fait, de demander à un acteur ou à quelqu'un qui lit bien de lire un extrait de texte qui apportera quelque chose d'intéressant pour le documentaire. Ensuite, je l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir un peu des dialogues de fiction, du jeu d'acteur, enfin, des petites touches un peu comme ça de fiction qui doivent pas prendre toute la place, mais qui peuvent apporter quelque chose d'intéressant au documentaire. Et puis après, il y a tout ce qui est habillage sonore, donc la musique, des ambiances, des sons qui viennent à la fois souligner ce qui est dit, questionner ce qui est dit, apporter des émotions, donner du rythme, etc. Il y a beaucoup de ressources disponibles pour, voilà, pour habiller, pour dessiner en fait le documentaire. Est-ce que généralement on les a à l'avance en fait lorsqu'on conçoit le documentaire, est-ce qu'on sait ce qu'on va mettre dedans ou est-ce que ça se fait au fur et à mesure? Quand c'est quelque chose où on est beaucoup plus libre formellement, donc par exemple comme ce concours où vous donnez pas de cadre formel défini, dans ce cas-là, moi je pars de ce que j'ai envie de faire personnellement, ce qui m'intéresse, ce qui aussi est adapté
en disant que je sais qu'il existe tout ça, et puis en fonction du sujet, il y a des choses qui vont être plus ou moins adaptées. Enfin, parfois, on peut pas du tout faire de reportage, enfin, c'est-à-dire interviewer, enfin, enregistrer vraiment des gens sur le terrain. Parfois, je sais pas si c'est un truc très littéraire ou qu'on veut que ça soit un peu poétique, bah, des lectures, ça peut apporter quelque chose. Enfin, c'est vraiment, ça dépend, en fait, du sujet et du temps qu'on a aussi pour le faire. Et donc, ouais, non, ça dépend. Une fois que voilà, on a réfléchi, à ces habillages, à ces différents, matériaux, qui sont disponibles, ça va être aussi de trouver un angle, pour, justement traiter un sujet. Là, l'angle du concours cette année, c'est indépendance, donc c'est voilà, un thème, très, très large. Comment est-ce que, il faut, mener, ce travail-là? Comment, trouver un angle? Moi, ce qu'on m'avait déjà dit par rapport à cette question d'angle, c'était on m'avait donné la métaphore d'un entonnoir où en fait, parce que là, indépendance, en fait, indépendance, je veux dire plus qu'un angle, c'est un thème, parce qu'un angle, c'est vraiment plus précis. Donc, en fait, on part d'un thème quand on réalise un documentaire. Ensuite, on affine un peu ce thème pour arriver à un sujet. Et ensuite, on affine encore et on arrive à ce qu'on appelle du coup l'angle. Du coup, le thème, donc c'est indépendance. Donc, ça peut être, on peut le comprendre de vraiment plein de façons. C'est-à-dire, ça peut être comme il y a la parenthèse en plus, donc l'indépendance ou la dépendance, je me dis ça peut être le fait de passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire devenir dépendant, au contraire devenir indépendant. Et on peut les comprendre de façon historique, politique, psychologique, en termes de santé, voilà, donc plein de choses. Ça, vous, le format, c'est 15 minutes, mais même dans un documentaire d'une heure, ce thème, il est très, très vaste, on pourrait pas tout traiter. Du coup, c'est pour ça que on resserre sur un sujet. Et comment choisir le sujet? Bah, en fait, là, c'est vraiment, à la personne documentariste de voir, enfin surtout quand il n'y a pas de ligne éditoriale d'émission et qu'on est complètement libre, de voir qu'est-ce qui vous intéresse. Enfin, moi, j'essaie de réfléchir même ce qui m'intéresse autant que qu'est-ce qui intéressera les gens et qu'est-ce qui m'intéresse moi, parce que c'est quand même nous qui allons après travailler, passer des semaines sur un sujet. Donc, je pense que un bon sujet, c'est déjà un sujet qui nous intéresse. Pour réussir à passer du sujet à l'angle, bah, je me suis dit qu'on pouvait apprendre un exemple particulier. Donc moi, un peu en fonction de ce qui m'intéresse, je me suis dit que je prendrais le sujet comme la dépendance des personnes âgées. Et voir, bah, je voulais vous demander peut-être si vous voulez participer sur le chat, de voir, par exemple, si on dit la dépendance des personnes âgées, qu'est-ce que ça évoque pour vous, quoi? Qu'est-ce que, à votre avis, on peut raconter dans un documentaire sonore sur ce sujet? Et à partir de ça, on essaiera de trouver, de définir ce que c'est qu'un angle et comment on peut affiner le sujet vers un angle. Alors, ouais, on dit enfermement, maison de retraite, la dépendance physique, affective. Maintien à domicile, ouais, les personnes âgées qui vivent seules, celles qui vivent en EHPAD, c'est les problèmes physiques, les problèmes, la perte de mémoire, ou en ligne Ouais. de façon indépendante, par quelle nous voyons, l'habitat groupé, ouais, j'y avais pensé aussi, j'avais déjà lu des choses sur ça, c'est très Mmh mh. intéressant. Bien sûr. Euh, Bah voilà, du coup, tout ça, c'est des choses qui peuvent être autant, en fait, qui permettent d'angler vers quelque chose de plus précis. Moi, j'ai choisi l'arrêt progressif du mouvement. J'ai choisi je me suis dit que pour donner un exemple un peu filé tout au long de mon intervention, de m'intéresser aux aides à domicile qui s'occupent des personnes âgées dépendantes. Et en fait, donc c'est un angle, mais c'est encore un angle qui est très vaste parce que même si on prend cet angle-là, en fait, c'est encore plein de façons de l'aborder. Donc vraiment trouver un angle, c'est à chaque fois cibler, faire des choix. Du coup, j'avais resserré mon angle sur en fait le fait que ces aides à domicile, c'est souvent des femmes d'origine étrangère, parfois sans papier, et qui sont d'autant plus précaires que c'est un métier qui est mal rémunéré. Et du coup, je m'étais dit que je pourrais faire un documentaire sur comment en fait ces femmes qui sont en situation irrégulière gèrent à la fois le quotidien de la personne âgée pour qui elles travaillent et qui est dépendante, mais aussi leur propre quotidien avec d'autres personnes sous leur charge, par exemple leurs enfants. Et voilà, essayer de voir comment une femme aide à domicile sans papier, mère de famille, gère sa vie financièrement, émotionnellement, en termes d'organisation, quel est son quotidien. Donc voilà, on voit que trouver son angle, en fait, c'est resserrer depuis le thème qui était indépendance, dépendance, sur plus qu'un sujet, vraiment une situation précise. Est-ce qu'il y a une façon de trouver un bon angle, en fait, de se dire ça, c'est un bon angle? Je sais que, alors moi, j'ai pas fait d'études de journalisme, mais je sais qu'il y a ce qu'on appelle les lois de proximité. On dit que, en gros, les auditeurs et les auditrices vont être plus intéressés par des choses qui sont proches d'elles.
soit proche géographiquement, proche dans le temps, proche socialement. Moi, je crois pas que ça soit forcément vrai. Enfin, pour moi, un bon angle, c'est surtout un angle qui va permettre de partir du sujet qu'on a voulu traiter, mais en plus de tirer des fils supplémentaires, c'est-à-dire de provoquer la réflexion pendant qu'on écoute, mais aussi après, et d'apporter des informations, de répondre à des questions, mais aussi de poser d'autres questions, d'amener l'auditeur ailleurs en fait, et un peu au-delà, et c'est-à-dire tout particulièrement vers des questions d'ordre universel ou l'ordre de l'intime. Je me disais, quand moi, ce que je trouve intéressant dans cet angle, c'est que donc on parle des aides à domicile, de la dépendance des personnes âgées, mais ça ouvre aussi vers d'autres questions parce que par exemple ces femmes étrangères, elles viennent parfois de pays qui ont été colonisés par la France et qui ont pris leur indépendance, qui peinent à se construire économiquement, et c'est pour ça que ces femmes entre autres doivent venir travailler en France et exercer ce métier difficile. Et du coup, bah c'est un angle qui, j'ai l'impression, permet d'aborder à la fois la dépendance des personnes âgées, mais aussi l'indépendance de ces femmes, éventuellement l'indépendance de leur pays d'origine. Donc, il y a plein d'échos, de réflexions, de fils à tirer. Et voilà, moi, personnellement, c'est comme ça que je choisis mes angles quand ça permet d'apporter comme ça plein de facettes. C'est vrai, 1 heure, enfin voilà, 15 minutes, c'est à la fois très court, mais ça peut être aussi très, très long. Nous, on recommande toujours quand même de faire un petit peu moins même et trouver un angle, justement, ça peut permettre, comme tu disais, de bien resserrer au niveau de ce qui est dit. Et Euh, puis, ça peut mettre, je précise même, ça peut mettre un angle, ça peut être même très, très resserré. Enfin, un ouais. documentaire sonore, ça pourrait même être 4 minutes sur, j'en sais rien, cette femme, le petit déjeuner avec ses enfants. Enfin, j'en sais rien. Enfin, je sais pas là si ça ferait sens, mais en tout cas, ça peut être vraiment en quelques minutes une situation, 1 minute dans la vie de quelqu'un. Enfin, il n'y a pas besoin effectivement de s'étendre pour raconter. Et c'est même plus compliqué de vouloir tout raconter, donc ça facilite aussi les choses dans le cadre du concours, en tout cas, de se limiter. Alors, une fois qu'on a trouvé son angle, qu'on a réfléchi un petit peu à comment on allait affronter ce grand thème, comment est-ce qu'on construit un documentaire sonore? Je vais raconter comment moi je fais. Je sais pas, enfin, tout le monde a des façons de travailler différentes, même s'il y a forcément des points communs. Mais en tout cas, ce qui est important de se dire, je pense, c'est que le documentaire sonore, le documentaire en général, mais c'est d'abord une écriture, c'est-à-dire que quand on a son angle, on se dit pas, c'est bon, j'ai mon sujet, j'ai mon angle, je prends mon micro, je vais à tel endroit, puis on verra bien qu'est-ce que j'arrive à enregistrer. En fait, il faut vraiment écrire en amont, parce que si on va sur place comme ça, bah en fait, alors on peut le faire un peu dans le cadre du documentaire, mais si c'est ça le documentaire, ça va pas marcher, parce que c'est un documentaire, forcément, ça se prépare en fait, et ça se prépare donc en amont du tournage, après pendant le tournage, et après il y a la phase de montage qui est aussi une phase d'écriture. J'en parlerai à la fin, et qui est vraiment très très importante. Donc alors comment je procède? Bah quand j'ai mon sujet, mon angle, en gros j'écoute un peu tout ce qui existe, qui peut se rapprocher de près ou de loin à mon sujet. Donc j'écoute des podcasts, je regarde des films, je prends des notes. En fait, l'idée c'est de connaître son sujet aussi bien que les gens qu'on va rencontrer, même parfois mieux. Si je sais, j'ai décidé que je voulais, par exemple, faire des interviews, soit de spécialistes, soit des témoins, enfin, des témoignages à la première personne. Si la personne est connue et qu'elle a déjà été interviewée, bah, je vais lire toutes les interviews que je vais trouver de cette personne. Et si c'est quelqu'un qui est une personne anonyme, je vais l'appeler, en fait, en amont du tournage pour faire une pré-interview. Pas forcément pendant des heures, mais voilà, pendant un quart d'heure, lui parler, faire connaissance, discuter du sujet de façon informelle. Je pense que c'est important. Bah, déjà, on peut se rendre compte de comment la personne s'exprime, est-ce qu'elle est à l'aise, pas à l'aise. Enfin, ça fait que quand on la rencontrera pour de vrai, ça sera plus fluide, et on perdra pas de temps, et ça sera aussi plus agréable. Enfin, voilà. Donc ça, je pense que c'est important, même si c'est quelqu'un qu'on connaît, en fait, même si c'est interviewer sa grand-mère, par exemple, parce que les grand-mères ont toujours plein de choses intéressantes à raconter, bah, avant le jour où on vient avec le micro, je pense que c'est bien de l'appeler ou de parler en vrai pour avoir fait une petite préparation, quoi. Et ensuite, bah, avant le tournage, effectivement, je fais une sorte de séquencier, en fait, comme on dit au cinéma. Donc, je décris, en fait, séquence par séquence, avec une sorte d'estimation un peu, je l'écris pas forcément, mais dans ma tête, de ça va durer tant. Donc, par exemple, ça pourrait faire, si on reprend l'exemple de cette femme aide à domicile,
une première séquence d'environ 1 minute dans laquelle on va avoir le témoignage de, je l'ai appelé Sonia, qui se présente et présente son métier. Ensuite, deuxième séquence, environ 45 secondes, je vais mettre, disons par exemple, une archive de JT, de journal télé, de Macron qui remercie les aides à domicile pendant le Covid en disant que il va mieux les rémunérer, etc., etc. Ensuite, troisième séquence, je vais mettre un peu un son d'ambiance de Sonia chez elle le soir qui aide ses enfants à faire ses devoirs, quelque chose qui permette un peu de se mettre dans sa vie quotidienne et on entend qu'elle est fatiguée. Ensuite, quatrième séquence, je reviens au témoignage de Sonia. Donc, on poursuit en fait ce qu'elle a raconté au début. Donc là, par exemple, elle pourrait raconter comment elle est arrivée en France, pourquoi, etc. Donc oui, je prévois à l'avance en fait, sans même savoir si je vais réussir à l'avoir au tournage, mais en fait, j'écris ce que j'aimerais avoir et je construis mon histoire à partir de choses que potentiellement je pense pouvoir enregistrer. Par rapport au concours, donc c'est très important d'avoir toujours en tête aussi la durée du documentaire. Donc là, si c'est 15 minutes maximum, mais ça peut être 5 ou 10 minutes, bah, c'est pas beaucoup, donc on peut pas, enfin, vous pourrez pas mettre dedans forcément et des témoignages, et des micros, et des archives, et des décryptages de spécialistes, etc. Donc, faut, je pense, voir, bah, qu'est-ce que vous avez envie de faire, en fait. Qu'est-ce que, pas forcément ce que vous savez faire, mais ce que vous avez envie de faire. Est-ce que c'est plutôt écrire des micros, interviewer des gens, aller sur le terrain? Voilà. Et puis aussi, qu'est-ce qu'il est possible de faire avec vos moyens et votre matériel, quoi, de pas être trop ambitieux. Enfin, par exemple, je sais pas si vous enregistrez avec votre smartphone, parce que maintenant, les smartphones, ça fait du son tout à fait correct. C'est pas non plus suffisant, par exemple, pour, je sais pas, faire un reportage dans une cour d'école où il va y avoir des bruits de partout et isoler un peu des voix. Voilà. Donc, essayez de voir ce que vous avez comme matériel et faire en fonction. Et puis, en fonction aussi de votre sujet, quoi, choisir, en fonction du sujet, qu'est-ce qui est le plus adéquat de choisir comme matériau. Du coup, je m'étais dit, voilà, parce que si on prend 15 minutes, mais du coup, ça peut être moins, bah, ça peut être dans un documentaire, en 15 minutes, on peut avoir, par exemple, un seul témoignage, ou alors deux témoignages, comme dans Les Pieds sur Terre. Donc, soit Les Pieds sur Terre, c'est souvent un témoignage puis un deuxième, mais ça peut être aussi intéressant de mélanger les deux, d'avoir une personne, puis une autre, puis la première personne, etc. En 15 minutes, je pense qu'on peut aussi avoir, par exemple, un témoignage et des archives, ou un témoignage et des lectures de textes. Donc voilà, il y a plein d'associations à faire, sachant que je pense que dans le temps imparti, 2 témoignages, c'est un peu le maximum. Enfin, j'ai l'impression que je suis pas sûre parce que par exemple, si vous choisissez de faire un truc un peu micro-trottoir, qui peut parfois être intéressant, ça peut créer des choses intéressantes, dynamiques et tout. Mais si vous êtes dans le témoignage vraiment où vous voulez construire des personnages, il vaut mieux quand même prendre le temps de les laisser parler et plonger dans leur histoire. Donc je pense que 2, j'ai l'impression que c'est le max. Je parle beaucoup de témoignages, bah, parce que c'est ce que moi je fais en documentaire au pied sur terre, mais aussi parce que bah, c'est une des bases du documentaire sonore et c'est aussi un matériau qui est facilement accessible. Vous voyez, par exemple, les archives, bah, c'est payant. Donc, à moins d'utiliser des archives perso, enfin, moi j'aime beaucoup ça, d'utiliser par exemple, des films de famille ou des contenus de réseaux sociaux, mais des archives officielles, c'est un peu inaccessible. Donc, le, le, le témoignage, au contraire, c'est assez simple, en fait. Il faut un micro ou un smartphone ou un dictaphone et une personne, un endroit calme. Et voilà, donc c'est pour ça que j'en parle, parce que je pense que ça peut être la base de votre documentaire, mais c'est intéressant de l'articuler avec d'autres choses. Et tu as une question d'ailleurs, Jeanne, concernant ça, le témoignage, on te demande quelle est, selon toi, alors j'imagine pour que ça rende quelque chose, la durée Je que pense doit que prendre vraiment, il y a un pas, enfin, par témoignage. exemple, si on parle témoignage, je sais pas si je prends dans les émissions sur France Culture, il y a des témoignages de 4 heures. Au pied sur terre, il y a 2 témoignages en 25 minutes, donc c'est 10 minutes à peu près de témoignage. Mais je pense qu'en 5 minutes, si on prend une histoire réduite, c'est-à-dire pas la vie entière de quelqu'un, mais un épisode qui raconte, je pense qu'en 5 minutes, un témoignage, enfin, ça peut être suffisant pour raconter quelque chose. Et sinon, bah, sur le fait de choisir la personne qui va parler, donc qu'est-ce qu'un bon témoignage? Donc forcément, évidemment, c'est quelqu'un qui a des choses à raconter selon le sujet ou l'angle que vous avez choisi. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui vous intéresse personnellement, parce que vous allez quand même passer du temps, plusieurs dizaines de minutes, plusieurs heures selon le format final avec cette personne, donc il faut quand même être intéressé. Et puis c'est aussi quelqu'un, je pense, qui a envie de témoigner. Enfin, je trouve que c'est les témoignages les plus importants, c'est quand la personne, elle aussi,
elle est dans un désir de communiquer, d'échanger, qu'elle est curieuse, que voilà, ça c'est, si la personne, elle a pas très envie de témoigner, ça risque, elle va être un peu réticente, voilà. Donc, je pense que c'est important. Un bon témoignage, c'est aussi quelqu'un qui a envie de témoigner. Et l'autre chose que j'ai notée, qui me semble importante dans le choix, c'est de se dire que parfois je peux dire personnage, mais en fait c'est une personne, la personne que vous interviewez. Et donc cette personne, elle n'est pas seulement ce pourquoi vous l'interviewez. Par exemple, Sonia, l'aide-soignante que j'ai inventée, elle n'est pas juste aide-soignante, c'est une personne. Ça veut dire elle peut être, ça se trouve elle est drôle, ça se trouve elle est timide, ça se trouve c'est une grande gueule, ça se trouve voilà. Donc ça, c'est important qu'on le sente dans le documentaire, de pas le masquer. Il faut pas que dans un documentaire sonore, c'est pas je sais pas dire un spécialiste sur un plateau télé qui va raconter son histoire de façon un peu universitaire. Enfin, il faut que la personne, elle procure des émotions, en fait, chez la personne qui écoute, même si c'est des émotions négatives. C'est pas forcément qu'on l'adore, mais même si elle est un peu agaçante ou je sais pas, parfois, ça apporte des choses et ça fait qu'on a envie d'écouter. Voilà. Je pense que ça, c'est important. Et ouais, tu as une autre question, justement, je pense que la personne fait référence au pied sur terre, des documentaristes qui choisissent de laisser leurs questions sur le témoignage et ceux qui le coupent et on n'entend que le témoignage. Donc, quelles sont les limites et les avantages de ces deux approches, selon toi? Bah, au pied sur terre, on fait sans, effectivement, sans les questions. D'ailleurs, j'en profite pour, si vous voulez faire ça, il y a un truc très important à savoir quand on enregistre, c'est de demander à la personne d'enregistrer, de dire la question dans la réponse. Par exemple, si vous demandez comment vous vous appelez, il faut pas que la personne, elle réponde Jeanne. Il faut qu'elle réponde je m'appelle Jeanne. Parce que sinon, on pourra pas couper la question. Pour couper la question, il faut que la personne répète la question dans sa réponse. Et ensuite, bah, la question du documentariste, est-ce qu'elle est absente ou pas? Je pense qu'il y a plein de cas de figure. Parfois, dans certaines émissions, c'est parce que c'est incarné par une personne, par un journaliste. Et du coup, bah, il faut qu'on l'entende puisque c'est aussi pour ça que les personnes écoutent l'émission. Ça peut être pourquoi on laisse le documentariste est présent. Ça peut être aussi dans les cas où c'est vraiment un échange où soit le documentariste a vécu la même chose que la personne qui a l'interview ou alors elle la connaît. Par exemple, quand on connaît la personne, ça peut aussi être intéressant d'assister en fait plus à une discussion. Le fait de couper la personne qui pose les questions et du coup de donner l'impression d'un récit comme ça, comme dans les pieds sur terre, très fluide, qui se déroule comme ça naturellement, bah, ça permet plus peut-être de raconter une histoire. Le pied sur terre, c'est vraiment ce truc de on raconte une histoire. Alors que s'il y a les questions, ça va couper les choses et on va être plutôt dans l'échange ou la discussion. Donc, franchement, je pense qu'il n'y a pas de limite à l'un ou l'autre. C'est plus en fonction, bah, de votre sujet et de vous, quoi. Est-ce que vous avez envie d'être présent ou pas? Au-delà du bon personnage qui permet de captiver la personne qui écoute, c'est de raconter une histoire. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire au pied sur terre. C'est-à-dire que c'est pas juste qu'on parle d'un sujet. Par exemple, le sujet de mon documentaire, les aides-soignantes en situation irrégulière, mais on raconte une histoire. Donc une histoire, ça veut dire qu'il y a un début, ensuite il se passe des choses, et ensuite il y a une fin. Donc par exemple, là dans le cas de Sonia, ça pourrait être par exemple, donc au début du documentaire, on découvre Sonia qui est soignante à domicile pour une personne âgée. Elle nous raconte son parcours, pourquoi elle a quitté son pays d'origine pour la France, comment elle a commencé à faire ce métier, ce qui lui plaît dans ce métier, etc. Elle nous parlerait de la personne âgée dont elle s'est occupée, par exemple pendant 1 an, avec qui elle avait construit une bonne relation. Elle a raconté son quotidien avec ses enfants, comment elle a réussi à économiser un peu pour leurs études. Et puis, donc là, élément perturbateur, en fait, comme dans une dramaturgie comme dans un livre, en fait, il y a un truc qui vient perturber. Et ben, son employeur, le fils de la personne âgée pour qui elle travaillait, a commencé à lui faire des reproches et l'a renvoyée. Donc là, elle pourrait évoquer, j'invente vraiment une histoire, mais elle pourrait évoquer les sous-entendus racistes de cette personne et comment elle, en tant que personne en situation irrégulière, elle n'a pas osé porter plainte. Et puis à la fin du documentaire, elle ferait le point sur aujourd'hui, bah, le fait qu'elle fait des ménages en attendant de retrouver un poste plus stable, d'être à domicile et comment elle peine en fait à s'en sortir économiquement. Donc là, ce que j'essaie de raconter, c'est l'histoire donc de Sonia qui a travaillé pour une personne âgée avant de se faire renvoyer. C'est pas le sujet, les aides à domicile. Enfin, il y a vraiment un début, un milieu et une fin. Les choses évoluent. Il y a peut-être un retournement de situation. On s'attend pas à la fin. Bon, voilà. Je pense que
cette idée de raconter une histoire, c'est quelque chose qu'on peut vraiment avoir en tête quand on fait un documentaire sonore si, pour voilà vraiment, même créer du suspense en fait, créer un rythme et faire que la personne a envie d'aller jusqu'à la fin. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment des choses à complètement éviter justement pour que ça soit justement trop long, de rendre un sujet plus captivant qu'un Je autre? sais pas s'il y a des choses à éviter. Après, il y a des choses qui font que ça peut être réussi. C'est ce qu'on a un peu déjà dit, mais si je récapitule, c'est en gros des personnages vivants qui vont apporter des émotions. Ensuite, des personnages qui sont au cœur d'une histoire et pas seulement un sujet en fait, mais qui est vraiment une histoire. Et puis après, ce qui peut rendre captivant aussi, qui est pas de la narration, mais qui participe quand même, c'est la forme du documentaire. C'est-à-dire que, cette forme, elle soit originale, que les micros, s'il y a des micros, ils soient bien écrits, enfin, qu'il y ait pas quelque chose de poétique ou de drôle ou voilà, quelque chose de particulier. Ça peut être de la super musique. Enfin, il y a aussi plein d'autres ingrédients qui participent à faire qu'un documentaire sonore, va être captivant. Tu as parlé, Jeanne, on va dire quand même quelques mots, sur, le tournage en lui-même, puisque tu as parlé, de la cour d'école, et des bruits qu'il peut y avoir et parfois ça crée un petit peu des mauvaises surprises quand on entend ces enregistrements. Est-ce que tu as des conseils à donner pour, ce qui est du tournage? Alors, comme, je crois que vous avez des contenus spéciaux sur les tournages et tout, je me suis pas attardée beaucoup sur le tournage. J'ai noté un conseil, en particulier pour l'enregistrement des micros, parce que je me suis dit que dans le cadre du concours, les micros, c'était quelque chose d'assez facile à faire techniquement puisque, un peu comme le témoignage, on peut s'enregistrer tout seul, il suffit juste d'avoir un micro et un espace calme. Alors, qu'est-ce que je veux dire par écrire un micro? C'est dans le cas où vous auriez décidé dans votre documentaire que vous interviendrez avec votre voix, soit un peu à la manière d'un journaliste, soit un peu à la manière d'un conteur ou d'une conteuse comme Fabrice Drouel dans Affaires sensibles, ou soit de manière vraiment très personnelle où vous racontez votre histoire en disant je suis nanani, je vais raconter mon histoire, enfin, vraiment la première personne. Ce que vous dites et que vous enregistrez, qu'on entendra, c'est ça que j'appelle un micro. Et du coup, ça s'écrit, ça va pas être improvisé au moment de l'enregistrement. Donc, les micros, c'est très important de prendre le temps de bien les écrire parce qu'ils peuvent servir à beaucoup, beaucoup de choses dans la narration. Ils peuvent servir tout simplement à donner des informations que, par exemple, les témoins ou les reportages du documentaire, vous avez pas eu d'une autre façon. Donc, s'il manque des choses, vous pouvez les dire vous-même. Ça peut, ça permet d'apporter son point de vue. Ça permet d'apporter aussi éventuellement une dimension plus littéraire. Si vous voulez écrire des micros, très bien écrits, avec vraiment des figures de style. Enfin, c'est important déjà de s'exercer, c'est-à-dire quand on a écrit ses micros, de s'enregistrer, de s'écouter, pas forcément faire tout le documentaire, parce que si c'est, par exemple, s'il y a 5 minutes de micro, c'est peut-être un peu long, mais voilà, pendant 30 secondes, s'enregistrer, s'écouter, se réécouter, prendre des notes, ah là, j'aime pas, là, j'aime bien, voilà. Et un conseil un peu pratique de comment parler, c'est qu'en fait, à la radio, on entend les expressions du visage. C'est-à-dire que si vous voulez, ça dépend du ton du documentaire et de ce que vous racontez, mais si c'est un sujet, par exemple, gai ou en tout cas qui nécessite d'apporter un peu de joie dans la narration, si vous forcez le sourire en parlant, c'est-à-dire si on parle vraiment comme ça, en souriant, en ayant l'air un peu idiot sur le moment, mais en fait, ça s'entend vraiment. Et c'est pareil, si on veut rajouter une émotion plus sérieuse ou plus triste, faut pas hésiter à forcer le trait, à le jouer avec son visage et pas seulement avec sa voix parce que, ça s'entend et ça peut apporter vraiment, du rythme dans la narration, en fait. C'est pas que l'écriture et le montage, le rythme, c'est aussi, la façon dont on parle. Oui, j'ai noté quelques conseils, de montage, peut-être que vous redonnera Malo, mais sur, à avoir en tête, en fait, pour, renforcer la narration d'un documentaire sonore. Que moi j'ai en tête, en tout cas, quand je monte. Ben, il y avait déjà cette idée que donc quand on monte des voix, si on part du principe que le témoignage et les micros, ça peut être une des bases du documentaire sonore. Ces voix, on les monte au montage, soit on les monte à blanc, ça veut dire qu'il y a juste la voix et en dessous, il y a rien. Soit on la monte sur des tapis, donc de la musique, de la musique de préférence sans voix pour pas qu'il y ait une voix sur une autre voix. Et puis on peut aussi monter sur des ambiances sonores d'une rue, une cour d'école, ce
qu'on veut, des oiseaux. Et ces choix de montage, en fait, ils vont vraiment avoir un impact sur la narration selon ce que vous choisissez, en fait. Parce que, par exemple, une musique, si elle est bien choisie, bah, ça peut, enfin, on s'en rend compte au cinéma, ça peut créer du suspense, ça peut créer de la tristesse. Une ambiance, ça peut apporter des informations supplémentaires. Par exemple, si on prend le témoignage de Sonia, la femme aide-soignante que j'ai imaginée, si sous son témoignage, on met une musique émouvante, ou alors si on met une ambiance avec ses enfants qui crient derrière, ou alors une autre ambiance avec ses enfants qui jouent et qui rient, bah, ça racontera pas du tout la même chose. Donc, c'est hyper important à avoir en tête. Et l'autre chose qui me semble important en documentaire sonore et qu'on peut peut-être oublier, parce qu'on se dit on utilise des sons, donc il faut mettre beaucoup de sons, beaucoup de musique, beaucoup de voix, c'est qu'en fait, dans un documentaire sonore, le silence, c'est très important. En fait, ça permet de raconter beaucoup de choses. Ça peut être très narratif et du coup, je pense que c'est important de laisser des moments de silence. Donc ça peut être, par exemple, si quelqu'un a dit quelque chose de triste ou de choquant, bah, si on laisse un vrai silence après, ça permet vraiment de marquer le coup, de souligner ce qu'il a dit, ce qu'elle a dit, et puis aussi de laisser à l'émotion le temps de se diffuser dans le cœur de la personne qui écoute. Donc voilà. Et en plus, par ailleurs, c'est un peu comme tout, si dans un documentaire sonore, ça va hyper vite. On s'arrête jamais, il y a des sons dans tous les sens. Bah, en fait, c'est un peu fatigant et incompréhensible. C'est un peu comme dans un texte, on va à la ligne, on fait des paragraphes, on laisse des blancs, on aère, en fait, pour laisser au temps, enfin voilà, aux choses le temps de s'imprimer. Donc je pense que ça, c'est un truc à garder en tête, de pas forcément mettre de la musique partout, que souvent une voix sur du silence, bah, c'est très efficace et c'est très beau et qu'il y a pas besoin d'en faire beaucoup plus. Oui, il faut bien enregistrer le silence. C'est vrai que c'est très important, avant, moi, enfin, je le fais souvent avant pour être sûr de pas l'oublier, avant d'enregistrer quelqu'un, on enregistre juste le silence parce qu'en fait, le silence, il est jamais totalement silencieux et si vous donc c'est important d'avoir un long moment de silence que sur sa timeline, on pourra mettre en dessous des voix. Comme ça, quand on découpera les voix et qu'on veut laisser, par exemple, un espace entre 2 voix, bah, si on n'a pas ce silence enregistré, on va avoir le vrai silence du logiciel de montage et ça va s'entendre et ça va pas être agréable, en fait. Donc effectivement, il faut bien enregistrer le silence. Si on est, dans la rue, bah, il faut d'autant plus enregistrer des sons de rue qui pourront nous permettre de faire des transitions, enfin, c'est très important d'enregistrer des ambiances et des silences. Effectivement, même quand on ne pense venir que pour, une voix. Tout ça, en fait, le montage, ça prend vraiment du temps. En fait, là, dans le concours, je pense qu'il faut vraiment pas dire, 2 jours avant la deadline, je vais prendre 2 jours pour monter parce qu'en fait, bah, tout ça, voir si la narration, ça marche, si le suspense fonctionne, réécouter, faire écouter à des gens aussi pour savoir ce qu'ils en pensent. Parfois aussi l'effet du temps, c'est-à-dire laisser genre 4 jours entre 2 écoutes, ça permet d'entendre des choses qu'on n'avait pas écoutées, de se rendre compte qu'en fait, bah, là, le rythme, il est pas bon, ça va trop vite ou au contraire, ça va trop lentement. Donc voilà, je vous conseille de laisser prendre bien le temps, laisser des moments, vu que vous avez la possibilité de le faire et qu'il y a pas de deadline de rendu d'antenne, il faut rendre l'émission pour demain, on a le temps de laisser, reposer le truc et de faire écouter aussi à des proches pour avoir leur avis. Moi, je fais ça parce que c'est toujours très utile. Bon, le tournage, ça se passe pas toujours comme prévu. En fait, on écrit en amont, après on tourne et c'est pour ça que le montage, c'est un deuxième moment d'écriture très important. C'est qu'en fait, on n'a pas toujours ce qu'on avait imaginé. Parfois, on a plus, parfois, on a moins et du coup, bah, c'est très important de s'adapter, de pas rester bloqué sur: «OK, j'avais écrit ça, donc je vais faire ça». Il faut vraiment, quand on monte, savoir couper, abandonner des trucs et puis se dire que c'est ça l'écriture documentaire, ça se fait en se faisant, ça évolue et c'est ça qui est intéressant et cool et qu'on aime. C'est pour ça qu'on aime faire ça aussi. Donc je pense que voilà, faut pas stresser si on n'a pas tout ce qu'il faut. Il y aura toujours des moyens au montage de raconter quelque chose. Eh bien, à toutes et à tous, une bonne fin de journée et à bientôt et merci Jeanne encore. Au De revoir. rien. Merci à vous. Au revoir.